fait, elle aime pas les garçons. C'est un... les carbeaux. Mais c'est vrai que ça change tout, ça. Bonjour à tous, c'est Carlos Finroy. Je suis humoriste et tous les 15 jours, il faut que je ponde un nouveau sketch pour mon café-théâtre préféré, Le Pont de Singe à Arras. J'ai décidé de vous montrer comment on écrit et corrige tout ça. Pour ce faire, vous serez en compagnie de moi, le Carlos du passé qui est en train d'écrire ce sketch, et il y aura moi, le Carlos du futur, qui suis en train de regarder la vidéo du passage. Les présentations sont faites, alors bienvenue dans ce 4e épisode du Labo des vannes. Alors aujourd'hui c'est hyper compliqué. Moi, ça faisait une semaine que je préparais des petites vannes comme ça sur le gouvernement Le Cornu. Premièrement, je suis un petit peu embêté parce que moi j'ai passé toute la semaine dernière à écrire des vannes sur le futur gouvernement Le Cornu. Ah, donc hier matin j'ai compris que j'allais pas passer mon lundi en RTT, tu vois. C'est bien, les gens étaient avec moi dans mon désarroi. Voilà, hop, tout à la poubelle. Du coup là, je joue demain et j'ai pas une ligne. J'étais stressé avant de monter sur scène, un truc de ouf. Que vous allez voir Carlos du passé, dans cet épisode, il en mène pas large. Changer le sketch la veille pour le lendemain, avec du coup toute la pression, j'étais en mode page blanche. Je sais plus exactement ce que j'ai dit dans Carlos du passé, mais je me souviens que l'écriture, ça a été une purge. Pire que tout, je sens que je pars pour un bon syndrome de la page blanche. Alors la page blanche, c'est un vrai truc. En général, ça t'arrive quand tu te mets énormément de pression sur un travail créatif. Ça peut être parce que t'as fait un truc génial, tu sais que t'as généré une énorme attente pour la prochaine, et tu sais que ça va être très difficile de faire mieux. Or sinon, ça peut être dû à une grosse déprime, ou au fait qu'il t'arrive rien d'intéressant depuis un moment, qui en général est dû au fait que tu ne sortes pas parce que t'es déprimé. Ou alors, c'est parce que tu dois travailler dans l'urgence. Alors je vais alterner successivement mes deux copains de la page blanche et on va essayer toutes les méthodes qui marchent un peu. Tu sais que la première fois que tu te poses devant un texte en disant « Vas-y, sois drôle », les 3/4 des gens font un blocage et c'est normal. Pour se mettre à écrire, en général, t'as 3 méthodes. Quand t'as déjà un stock de vannes sur un même sujet dans ton petit carnet, on va faire une méthode qu'on appelle en tableau. Tu vas juste organiser les vannes par sous-thème en mettant des très bonnes au début et à la fin. Au milieu, tu mets tout ce que tu testes et à chaque fois que tu joues ce sketch, eh bien les bonnes vannes, tu les gardes, les moins bonnes, tu les enlèves et puis tu re-remplis ton tableau avec des vannes toutes neuves jusqu'à ce que t'aies que du bon. Ça, c'est vachement bien si vous faites du one-liner, les blagues en une phrase comme Redouane Arjan par exemple. Quand tu sais déjà ce que tu veux raconter, eh ben il y a la méthode en slalom. C'est-à-dire que tu vas faire des espèces de bulles, tu as un schéma mental avec ce que tu veux dire et tu cherches quelle transition permet d'aller le plus vite d'une bulle à une autre bulle. Et pop 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 pop, à la fin, ça te fait un sketch efficace. Puis alors quand tu démarres avec rien de chez rien, il y a la méthode au kilomètre. Alors là, tu débranches ton cerveau et t'écris absolument tout ce qui te passe par la tête comme en improvisation. Et après, tu fais le tri. Et le tri te prend facilement 5 fois plus de temps que l'écriture. Alors personnellement, je suis très slalom, mais là, on n'a pas le temps et c'est page blanche, donc ça sera kilomètre. Donc là, ce qui m'est venu, c'est une conversation que j'ai eue avec ma mère récemment, qui me disait alors, t'es célibataire depuis pas longtemps, tu le vis bien? Et je lui ai dit, mais contre toute attente, oui. Tac, là c'est ce qu'on disait la dernière fois, on tient le point de vue original. Moi, je sors d'une relation de 20 ans avec la même personne. Ça fait 20 ans que je n'ai dragué personne. Et le monde, il a quand même grave changé en 20 ans. Je lui disais que je devais être un des seuls mecs à être très content que le mouvement MeToo soit passé par là, parce que depuis que la séduction c'est un truc d'échange et d'écoute et plus un truc de gros bourrin, je n'ai jamais eu autant de succès. Voilà, là j'ai fait beaucoup de kilomètres et j'ai enfin mon plan. La drague avant et maintenant, moi et la drague avant et maintenant. Et en fonction de ce que je vais raconter, je vais voir si je slalom comme ça ou plutôt comme ça. Bon, le plus simple c'est de partir de moi et d'avouer que j'étais pas parti pour être un champion de la discipline. Non, ado, j'étais juste gênant et j'avais tellement peur de déranger qui que ce soit que j'entreprenais absolument rien. Mais avec l'espoir que ça marche. Si je suis très gentil avec elle et que je ne la dérange jamais, c'est sûr, je vais marquer des points. Mais je ne me rendais pas compte qu'en ne lui adressant jamais la parole, il n'allait rien se passer de magique. C'est la faute à Maclesguy. J'ai un souvenir qui vient de me revenir. Il y avait eu une série spéciale d'épisodes de E égale M6 qui était diffusée plutôt tard le soir. Et il y avait Maclesguy qui t'expliquait tout ce qu'il fallait savoir sur la séduction et la sexualité. Pour moi, c'est une punchline. Quand tu dis tout ce que je sais de la séduction, je l'ai appris de Maclesguy, ça fait le tour à la fois de la question et du problème. Je m'étais basé sur une méthode scientifique. Ouais, parce qu'en fait, le soir, très tard le soir, t'avais Maclesguy qui présentait des émissions spéciales de E égale M6 sur la séduction et la sexualité. Et quand tu dis tout ce que j'ai appris sur la séduction, je l'ai appris de Maclesguy,
Je pense que t'as fait à la fois le tour du problème et de la question. Oui, sauf que la bonne tournure, c'était tu as fait à la fois le tour de la question et du problème. Forcément, ça marche moins bien quand on l'a fait dans le désordre. Tu mets toujours l'élément le plus surprenant à la fin. Ça semble d'une évidence. Et oui, tu mets toujours l'élément le plus surprenant en dernier. C'est ça la chute. Même pour être précis, tu fais un micro-silence juste avant la chute pour générer une certaine tension. Ça, je vous en parlerai plus en détail le jour où je ferai un sketch où il y aura beaucoup d'humour, de fausses pistes ou de tension psychologique. Je disais que le coup de foudre pouvait se produire à coup sûr si tu avais un angle de regard bien particulier. Un peu comme je vous regarde quand je fais ces vidéos, tu vois, un petit peu sur le côté comme ça. Et du coup, j'ai longtemps espéré qu'en ne loupant aucune occasion de croiser le regard avec la bonne personne, ça allait déclencher le processus chimique à McLesby. Breaking news! Si t'as pas d'autre interaction sociale que des regards, c'est juste extrêmement gênant. Je suis censé baisser la tête, comme ça, hein, te regarder légèrement au-dessus et en coin, et là, paf, ça y est, tu tombes amoureux. Alors, donc j'ai passé mon année de 4e à guetter du regard une certaine Justine. Toute l'année comme ça. Et comme on l'apprendra cette discussion que j'ai eue après que je lui ai déclaré ma flamme, j'ai jamais trouvé le bon angle. Ah, je pensais que c'était une bonne chute. Eh bien écoutez, c'est la première vanne que j'enlève de ce texte. Bah là, il n'y a aucune excuse, c'est juste moins bon que ce que je pensais. J'ai bien fait le micro-silence, je l'ai bien amené, juste c'est beaucoup plus drôle dans ma tête qu'en vrai. Et il y en a beaucoup, des comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire plein de comédie club, pour être sûr. Par contre, ça devait marcher sur moi parce que je tombais amoureux une fois par mois. Et là, j'ai eu un gros truc en écrivant le kilomètre, c'est un monologue inarrêtable d'humour grisséen. Comme ça, je peux vous parler de mon motif comique préféré. L'humour grisséen. Oh, c'est un nom à coucher dehors, ça va être incroyable. En gros, il y a un mec qui s'appelle Gris, ou Grice, je sais pas, qui a écrit une série de règles qui expliquent comment ça se fait qu'une conversation se passe bien. Genre, tes idées sont organisées, tu monopolises pas la parole, tu es compréhensible, t'as pas d'accent, tu te perds pas en détails inutiles, tu cherches à être compris, tu ramènes pas toute la conversation à toi, tu réponds aux questions qui sont posées et pas à côté. Et comme notre objectif en humour, c'est de surprendre, et bon, on va faire exactement tout le contraire. Donc tu soliloques, tu pérores sur des trucs qui ne concernent que toi et qui ne répondent pas à la question, t'es confus, tu vas trop vite, t'as un accent. Bref, ton mode de communication, ta conversation ne fonctionne pas. C'est les fois où t'as l'impression d'être retenu en otage dans une conversation. Alors, sur le moment, c'est très désagréable, je te l'accorde, mais quand tu prends du recul, généralement, ça te fait marrer. Bah, c'est exactement ça, l'humour grisséen. Ça, et quand t'es à la fac, que ton enseignant, c'est une pure tronche qui a écrit 4 bouquins qui font référence dans son domaine, mais qui sait absolument pas rendre sa science accessible à qui que ce soit. Professeur Tchougonikov, si vous m'entendez. J'aime beaucoup ce passage grisséen. Pour que ça marche, il faudra que je le dise extrêmement vite. Je prenne une personne à partie et que je ne m'arrête jamais. Et là, je joue dans moins de 24 heures. J'aurai jamais le temps d'apprendre ça par cœur. Par contre, si, sur moi, ça marche. Je suis en train de tomber amoureux là. Et c'est chiant. Parce que je nous vois en vacances dans un chalet devant le feu de cheminée, à demi nus sur une peau de bête, tandis qu'on trinque en Pérignon pour fêter l'achat de notre Fiat Multipla, symbolisant notre désir commun de fonder une famille et de vivre pour toujours dans un pavillon à Billy Montini. Tu m'appelleras Minou et j'aimerais pas ça, mais je le cacherai jusqu'à la fin de mes jours, que je ne supporterai pas d'être coupable d'un milligramme de déception dans ton regard, ce qui est la raison pour laquelle je te laisse toujours gagner quand on joue au Uno avec les enfants. Je te préférerais naturel, pas épilé sans maquillage, tu me diras que je fais la meilleure carbonara, on saura tous les deux que c'est faux, mais je l'oublierai sitôt que tu poseras ta tête sur mes épaules pour me parler de tes doutes, je te rappellerai que t'es une gagnante, tu me diras que c'est faux, je te dirai mais si, c'est qui ma championne, tu me diras arrête, ça partira en combat de chatouille, on couchera Mathéo et Laura plus tard ce soir pour revivre cette expérience torride d'il y a 8 ans dans un chalet à 2 minutes sur une... Bref, je vais essayer d'apprendre tout ça avec un temps de sommeil très réduit, mais j'y vais pas confiant. Je voulais juste vérifier. Ça marche toujours pas? Non, ça marche toujours pas. Parce que c'est con, parce que sur moi, ça fait super effet à chaque fois, en fait, tu vois. Là, je le sens, et c'est hyper chiant, parce que je nous vois en vacances, dans un chalet, devant le feu de cheminée, à 2 minutes, en train de trinquer au Dom Pérignon pour fêter l'achat de notre multiplat, parce qu'on a décidé qu'on vivrait une magnifique vie, ensemble, dans un pavillon à Billy Montini. Tu m'appelleras Minou et j'aimerais pas ça, mais je le cacherai jusqu'à la fin de mes jours parce que j'aurais pas envie de déclencher un quelconque milligramme de déception dans ton regard et c'est pour ça que je te laisserai tout le temps gagner au Uno quand on jouera avec les enfants. Je te préférerais naturel, pas épilé, et tu me diras que je fais les meilleurs carbonara du monde. On saura tous les deux que c'est pas vrai, mais c'est pas grave, on s'aimera et on sera heureux. Bah, elle fait bien ce qu'elle veut, écoute, tu vois, c'est pour un sketch. Alors, tu vois, je vais t'expliquer un truc. Je savais pas comment j'allais arriver au bout du monologue, mais sauvé par le gong, une interaction publique. J'étais tellement content que ça arrive, je peux te dire que je me suis accroché à la branche en faisant ah, vous voulez interagir? Super, moi j'ai pas envie d'aller au bout de ce truc. Non, mais c'est le fait, elle aime pas les garçons. C'est un... Ah, les carbos. Ah, les carbos. Mais c'est
mélange tout ça. Moi je croyais que vous étiez ensemble, tu vois, du coup t'étais là genre lâche ma meuf et tout. Mais non, pas du tout, c'est juste des cartes. D'accord. Alors c'est juste un sketch, je suis pas du tout en train de tomber amoureux, tu verras, il y a plein de gens qui vont raconter des histoires. Tu vas voir, c'est même pas vrai, hein, c'est incroyable. Le magicien, c'est pas vraiment de la magie, c'est un truc, hein, je te préviens. La nana qui m'arrête pour me dire elle aime pas les carbonara. C'est tout ce que j'ai dit avant, c'était valide, mais ça par contre les carbos, ça rend la scène complètement pas crédible. C'est très drôle parce qu'elle venait au secours de sa copine, et sitôt que j'ai commencé à m'en prendre à elle, la copine elle a fait genre voilà, arrête, tu nous colles la honte encore plus que ce qui était déjà prévu. Bref, suivre les conseils lover de Mac Lesguy, c'est pas une idée incroyable, c'est comme voter Philippe Poutou. Hein, c'est prendre un billet en première classe pour l'échec. Philippe Poutou, ça marche un peu, mais c'est pas ouf. Bah, là, je pense que ça se voit vraiment que c'est une vanne de musclage. Le musclage, c'est ce que tu fais en dernier quand tu relis ton texte. Si tu fais bien ton boulot, tu surlignes au moins mentalement les endroits où t'attends un rire. Et s'il y a vraiment trop de blanc entre deux rires, là, tu vas rajouter une vanne de musclage. C'est une vanne très courte en une phrase qui te permet de garder le rythme des rires. Généralement, tu prends une comparaison, une règle de 3, une fausse piste, un truc vraiment qui se fait en 4 secondes. Sauf que là, par exemple, ça se voit un peu qu'elle a été ajoutée au forceps. Tu le prends si bien que ça, donc elle est au poubelle. Le problème quand t'écris au kilomètre, c'est que tu cherches pas forcément à être drôle, tu cherches à expédier le maximum de trucs, et des fois t'as des bonnes phrases, mais tu te dis, ouais, maintenant faut que je la reformule, mais en marrant. Bon, j'ai un sex appeal très réduit. On va faire s'entrechoquer 2 images. Comparaison. J'ai le sex appeal de Shrek. Non, parce que j'ai l'impression que la Gen Z a un délire avec Shrek. Tellement de détournements dégueulasses avec lui dedans que j'oublie Shrek. J'ai le sex appeal de Lionel Jospin. Oh, ce serait tellement drôle si on était en 1996. Bah, de François Bayrou. J'aime bien les tournures du genre truc est à truc, ce que truc est à truc. Je suis à la virilité, ce que le pull vert est au striptease. Ah non, parce que si c'est un striptease, on va l'enlever. Ce que le pull vert est au moulin rouge. Je suis à la virilité, ce que le pull vert est au moulin rouge. Un gâchis. Alors sur le papier, elle marche, on va essayer. Fallait rouler des mécaniques, c'est des trucs que je fais pas naturellement. Non, je suis tout à fait au courant que au naturel, j'ai le sex appeal de François Bayrou. Avec le look de Robert Hue en plus, tu vois, donc on n'est pas un truc incroyable. Je pense que je suis à la virilité, ce que le pull vert est au moulin rouge. Un énorme gâchis, voilà. Bon, déjà qu'elle est pas ouf, si en plus je bafouille au milieu. Ah, par contre, la vanne Robert Hue qui me vient comme ça sur scène, maintenant moins. Et capillairement, ça va, je suis pas au niveau de Robert. Mais c'est vrai que, ado, la pilosité a refusé tout net de pousser sur mes joues. Elle avait décidé qu'elle ferait uniquement le tour de mon visage. Si je ne me rasais pas, comme en plus j'avais déjà les lunettes rondes, j'avais effectivement le look d'un leader du PCF. Donc je me dis qu'il faut être complètement con pour suivre les conseils love de Mac Lesguy. On n'a jamais vu Mac Lesguy dans Voici, avec des affaires de Don Juan, de Casanova, tout ça. Et il a pas l'air d'avoir une liste de contacts de ouf. Limite, il peut te présenter Fred et Jamy, je suppose, ça doit être un club. Attends. J'ai dit club, j'ai entendu échangiste derrière. Lâcher des images dégueulasses d'un plan à 3 avec Fred et Jamy. Tu sais ce que c'est, ça? Dis donc, Jamy, c'est vraiment dégueulasse, arrête de faire ça à chaque fois. Eh bien, dans la longue série de mes act-out qui court volontairement à la catastrophe, ce truc-là, je le garde, et si j'ai un public un tout petit peu beauf, ça marchera. De toute façon, qu'est-ce qu'il peut pour moi, Mac Lesguy, à part, je sais pas, de m'organiser un plan à 3 avec Fred et Jamy. Et là, ce que tu sens... Dis donc, Jamy, faudrait vraiment que t'arrêtes de faire ça à chaque fois, c'est extrêmement gênant. Alors celle-là, contre toute attente, elle marche, ok, d'accord. Je me souviens que j'avais rajouté une phrase en italique sur mon texte au cas où ça foire, parce que je m'attendais vraiment à ce que ça plombe l'ambiance d'un coup. Dis donc, Jamy, c'est extrêmement gênant, comme cette scénette. Et du coup, je passais à la suite. Mais contre toute attente, j'en ai pas eu besoin. J'ai quand même fait une petite recherche documentaire pour me donner des idées. Et c'est vrai qu'au début de MeToo, il y avait pas mal de gens qui se plaignaient de la représentation de la séduction dans les films. Et c'est vrai que depuis les années 30, quand il y avait un couple qui finissait par s'embrasser, c'était rarement à l'initiative de madame. C'était même rarement une initiative conjointe. Et les sociologues ont l'air de dire que les baisers de cinéma, c'était souvent monsieur qui prenait les devants et que madame, elle disait non. Et puis finalement, en fait, au bout de quelques secondes de bisous, bon, en fait, oui. La méthode qui avait l'air de marcher, c'était la méthode Chamallow à Jean Gabin. C'est la même méthode dans tous les films depuis 1930 jusqu'à 2020, à peu près. Donc il y a genre, le mec, il arrive, il fait un compliment à la con sur la génétique d'une dame.
pas de beaux yeux, tu sais. Et là, d'un seul coup, pac, il la plaque contre le mur et il lui roule un énorme patin. Alors, la dame, au début, elle a quand même l'air un petit peu surpris. Elle fait comme ça. Et là, je sais pas, Jean Gabin, il doit savoir faire des Scooby-Doo avec sa langue, un truc comme ça, mais en 5 secondes, la dame, elle te vient tout chamallow, elle fait... Et elle oublie instantanément qu'ils ont 30 ans d'écart et qu'à la base, elle avait dit non. Ça me fait marrer et ça ne m'étonne pas du tout. J'ai des rires principalement féminins sur cette séquence. Et je suis assez d'accord, je sais que ado, je trouvais ça bizarre. Je me voyais pas, moi, forcer un baiser et me dire, wow, après 5 secondes de nœud avec la langue, en fait, ce sera oui. Alors c'est vrai que quand c'est Brad Pitt qui le fait, ça pourrait marcher, mais c'est con. Parce que quand t'es au cinéma, toi, tu sais déjà que c'est Brad Pitt et t'aimerais bien être à la place de... Mais Brad Pitt ne serait pas Brad Pitt, mais un gars pas connu. Et là, je me rends compte que c'est très intéressant ce que je dis. Oulala, ça pose plein de questions. Mais est-ce que c'est drôle? Non! C'est 30 fois trop long à expliquer comme concept. Allez hop là, poubelle. Non, mais juste décrire la scène. Objectivement, j'aurais pas pu plaquer une fille contre un mur pour lui rouler un patin. Déjà parce qu'au collège, je devais faire le même poids que maintenant, mais 40 cm en moins. Bon, la nana, elle aurait fini aplatie sur le mur comme le juge de mort à la fin de Roger Rabbit. Mais c'est comme Lionel Jospin, ça. Qui sait qui a la référence Roger Rabbit en 2025? D'ailleurs, on se creuse, on trouve autre chose. Valérie Damido, peut-être. Quand j'ai marouflé la nana dans le... J'ai des tournures très beaufs aujourd'hui qui me viennent. On dirait du Bigard, hein. Ah non, moi on était sur une méthode Valérie Damido. Je te marouflais la gonzesse dans le crépi. Je vais rajouter une blague beauf au tout début. Si elle passe, je m'autorise toutes les autres blagues beaufs. J'avais pas le temps d'écrire, j'avais un date. Un rencard pour ceux qui ont mon âge à peu près. Hein, un rendez-vous galant pour les plus âgés. Un entretien d'embauche de la bite pour les plus beaufs par là-bas. Personnellement, j'étais pas très à l'aise avec la méthode Jean Gabin. Déjà parce que je savais pas combien je pesais en 4e. Et ma balance, elle s'arrêtait à 99,9. Donc si je tentais le coup du mur, la meuf, elle allait finir en papier peint. Moi, je te l'aurais renommé méthode Valérie Damido. Je t'aurais marouflé la Justine dans le crépi, là. Vous avez vu la lumière qui fait poup poup? C'est pas la lumière qui déconne. C'est qu'en plus d'avoir été à l'arrache sur ce sketch, j'ai pris un temps fou à chauffer la salle parce que c'était pas chaud. Je vous sens pas méga chaud quand même, hein? On est sur un petit comme ça. Et quand tu passes en premier, tu fais ça pour toi et aussi pour le copain qui vient derrière et pour que toute la soirée se passe bien en fait. Donc ouais, j'ai pris pas mal de temps pour la chauffe. Je me suis bien fait plaisir sur l'interaction publique, ce qui fait que Jus, le régisseur, m'envoie un petit poup poup pour me dire qu'il me reste 1 minute. Et à ce moment-là, j'en suis très exactement à la moitié du sketch. Là, je peux te dire que ça turbine. Pour savoir quel est le plus court moyen d'aller à la fin. Vous faire flasher, ça va vous arriver. Et c'est pas grave. Vous êtes un professionnel, vous restez le temps imparti. Vous débordez pas. Si vous faites 10 minutes de plus, c'est simple, vous allez être mal vu. Et puis deuxièmement, et ça c'est vrai tout le temps, pas uniquement quand vous vous faites flasher, c'est toujours mieux de partir avec le public qui fait « Oh non, c'est déjà fini !» plutôt que « Ah, il était temps !» Hein, je me souviens qu'arrivé à la fin du collège, pour pas être triste, je suppose, je m'étais auto-convaincu que c'était pas pour moi, les relations hommes-femmes, c'était pas pour moi. J'étais à 2 doigts de finir Incel, et très très jeune en plus. J'étais tellement convaincu que c'était pas pour moi que je crois qu'il y a un jour où Cupidon il a frappé comme ça à ma porte et je l'ai royalement ignoré. Ouais, si c'est pour un prank, écoutez, barrez-vous. C'est vrai, c'était la dernière fête du collège organisée par un copain. Et chose incroyable, j'avais été invité. Ce qui avait fait grand bruit, parce qu'il avait annoncé à la cantonade « Ouais, voilà, je fais une grosse fête chez moi et j'invite tout le monde !» Et je suis étonné du nombre de gens qui ont dit « Tout le monde !» Même Carlos. Et lui, en grand samaritain qui fait « Oui !» Même Carlos. Ma fierté aurait voulu que je dise « Allez tous vous faire foutre, je ne viendrai pas si c'est comme ça que vous me percevez. » Et forcément j'y suis allé, c'était la première fête à laquelle on m'invitait. Hein. J'allais pas passer à côté de cette occasion. Puis il y avait une ambiance spéciale, c'était le dernier jour du collège, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, donc tu savais que si tu chopais pas le numéro de la meuf qui t'intéressait ce jour-là, si ses parents étaient sur liste rouge, tu savais que tu la reverrais potentiellement jamais. Ou alors avec beaucoup de déception, 10 ans plus tard sur Copain d'avant. J'hésite à en parler de Copain d'avant parce que ça m'a l'air de faire un triptyque avec Lionel Jospin. Bref, je me souviens qu'à cette fête où j'ai parlé avec certaines personnes pour la première fois de toute ma scolarité, il y a une fille qui m'a dit « Mais en vrai, t'es sympa, et t'es drôle en plus !»
J'étais content qu'elle me le dise parce que moi-même j'étais pas au courant. Bref, arrive le moment des slows. Fort de l'expérience de tous les râteaux que j'avais déjà pris et convaincu que tout ça n'était pas pour moi, j'ai pas pris le risque d'inviter qui que ce soit à danser, je suis resté tranquillement sur une chaise. Je tiens à peu près mon moment émotion de la fin. Je m'en souviens encore. Il y avait Amélie sur le banc avec moi. Elle était belle, Amélie. Elle sentait bon, Amélie. Elle sentait le parfum d'ado qui te fout mal au crâne. Celui où il y a 10 fois trop de vanille, mais c'est toujours pas assez pour couvrir l'odeur de Biactol. Elle était tête en l'air, Amélie. Elle me demandait tout le temps de lui prêter des copies doubles, alors qu'il en avait dans son classeur d'idoles. Elle devait être fatiguée, Amélie, parce qu'elle s'est allongée sur mes genoux et elle m'a regardé dans les yeux. Un peu comme ça, tu vois. Je me suis levé direct. Oh non, j'étais vraiment pas d'humeur pour finir le collège sur un 9e râteau. True story. Je me déteste en tant qu'ado. Mais avec du recul, c'est mieux que je sois aujourd'hui comme je suis, plutôt que si j'avais été un gars qui pratique la méthode à Jean Gabin. Parce qu'en 2025, on dit plus que je suis timide et réservé, on dit que je suis à l'écoute et respectueux, ce qui fait que mes rendez-vous galants se passent plutôt bien en général. Si je pouvais en prime tirer le truc pour revenir sur le corps nu, histoire de finir correctement ce sketch qui part vraiment dans tous les sens, plus je le relis, plus je me dis que je vais passer la nuit à le corriger. Vu qu'en 15 jours, le seul truc qu'il a fait, c'est de supprimer ses propres avantages dus aux ex-premiers ministres. Moi, je déteste le Carlos d'il y a 25 ans. Lui, il doit certainement détester le Sébastien d'il y a 15 jours. Et t'en fais pas, Seb. Dans 20 ans, on se dira peut-être qu'en tant que Premier ministre, t'as juste été à l'écoute et respectueux. Je suis vraiment pas sûr de cette conclusion. En même temps, j'ai tellement de tri à faire sur tout ce qui avance, ça ira très bien pour le moment. C'est ce que je disais au début, la méthode au kilomètre, c'est très bien, ça produit énormément en très peu de temps. Tu passes vraiment un temps infini à corriger et à faire en sorte que tes transitions, elles fassent pas une page de long. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant stressé avant de passer sur scène. Parce que j'ai l'intime conviction que c'est vraiment pas ouf. Puis les gens gamins de ma classe, eux, ils tapaient des roues arrière en scooter et à la récré, ils faisaient des reprises de volée sur le terrain de foot. Moi, je restais avec la prof d'histoire géo pour lui lire des blagues sur Jeanne d'Arc que j'avais recopiées dans Télé Loisirs. Et en tant qu'ado, je me déteste. Tout ça pour dire que Sébastien le cornu, ouais, j'ai fait un petit détour. Le seul truc qu'il a fait en 15 jours, c'est de supprimer les privilèges des anciens premiers ministres. Je pense que lui aussi, il doit se détester un petit peu. Là-dessus, mesdames et messieurs, c'était Carlos Villeroy. Du coup, je suis extrêmement frustré parce que j'ai pu tester que la moitié des blagues de ce sketch. Et je suis d'autant plus frustré qu'il passe vachement mieux que ce que j'imaginais. Et là, typiquement, je ressens quand même un biais. C'est que mine de rien, je suis assez souvent présent au Pont de Singe et je demande à chaque fois s'il y a des nouveaux arrivants. Et plus ça va, plus c'est des gens qui reviennent, qui m'ont déjà vu et qui du coup ont développé une certaine sympathie. Et je pense que ce sketch, si je le joue ailleurs qu'au Pont de Singe, c'est pas dit qu'il marche aussi bien. Et c'est normal, c'est ce que j'ai appelé la théorie du 3e spectacle. En général, un humoriste, il fait un premier spectacle qui est imparfait mais qui est très personnel. Il fait un 2e spectacle qui est moins personnel mais qui est grave mieux. Ce qui fait qu'il devient très connu. Et du coup, il fait un 3e spectacle. Et le 3e spectacle, et bah comme il a testé les vannes devant un public qui le connaît déjà et qui est déjà fan de lui, et il rigole à des vannes qui sont pas si bonnes que ça. C'est-à-dire qu'en général, quand une personne devient très connue, le spectacle qui suit juste après, il y a de fortes chances qu'il soit un petit cran en dessous. Alors, c'est une théorie toute personnelle. Si vous avez des contre-exemples, mettez-les-moi dans les commentaires et je serai très heureux de dire « Ah oui, effectivement, j'ai faux ». Puis quitte à mettre un commentaire, prenez une petite seconde pour mettre un like, vous abonner, partager, tout ça. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble l'humour grisséen, prenez n'importe quel sketch de François Rollin, n'importe quel spectacle de François Rollin, c'est quasiment 100% de gris. Et moi, je suis un fan absolu. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris un petit quelque chose. Essayez de vous faire un personnage un petit peu grisséen pour un prochain écrit, c'est super intéressant. C'est comme l'humour logique ou dit d'abus de logique, l'humour anglais, tout ça. C'est assez peu utilisé en France et ça peut vous permettre vraiment de vous démarquer. Là-dessus, je vous retrouve aux dates qui vont être affichées dans une vingtaine de secondes. Et pour les Arageois, pour la rentrée de la Pont de Singe Academy, où j'enseignerai la création comique à une dizaine de participants de façon hebdomadaire, tous les lundis soirs. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Labo des Vannes.